Moi, je vous parle des apnées post-opératoires chez un simple prématuré. Je suis Joseph et je suis cadette comme le Goja. Alors, on commence avec une petite case clinique. On parle d'une raison de 3 mois, 32 kg, qui a comme antécédente un terme de naissance de 32 semaines. Une fois une naissance de 2 kg, elle n'était jamais endormie. Et c'est nécessaire de faire une curie d'arrêt luminal unilatérale. Quelle anesthésie proposez-vous? Un G, une caudale, ou on peut reporter l'intervention. On a toutes ces choses-là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez de faire. C'est plutôt pour l'arracher là. Et là, je vous demande, qu'est-ce que vous avez pensé pour faire ces choses-là? Est-ce que vous avez pensé à la durée opératoire? Est-ce que vous avez pensé à les problèmes de l'échec de l'arrachis? Est-ce que vous avez pensé à les problèmes des apnées chez les petits enfants? Est-ce que vous avez pensé à les risques d'intubation difficile chez un nourrisson de 3 kg? Est-ce que vous avez pensé à autre chose? Parce que là, plusieurs problèmes qu'on va investiguer. Et on commence par une définition des apnées, qui c'est notre topo d'aujourd'hui. On définit l'apnée pathologique comme une pause respiratoire de plus que 15 secondes ou une pause respiratoire de moins de 15 secondes avec une bradycardie, moins de 120 ppm, une saturation d'oxygène moins de 90, une cyanose ou une hypotonie. Et plus, scolastiquement, on va définir et différencier l'apnée en apnée précoce et en apnée tardive. L'apnée précoce est moins de 30 minutes en post-opératoire et l'apnée tardive est plus que 30 minutes en post-opératoire. Là, je vous présente un concept qu'on va utiliser pendant toute la durée du topo et c'est l'âge post-conceptionnel. C'est un concept qui est utilisé chez les nourrissons jusqu'à 60 semaines d'âge corrigé et c'est en effet l'âge gestationnel plus l'âge chronologique. Du coup, un enfant qui est né à terme à 60 semaines d'âge corrigé, il a plus ou moins 4 ou 5 mois. Environ, un enfant qui est né à 24 semaines, il a comme âge corrigé les mêmes 60 semaines, mais il a 8 mois et demi, 8 mois d'âge chronologique. Ça fait toute la différence chez les tout petits. Ici, on commence par parler des principaux facteurs de risque d'apnée et on peut dire que depuis 1995, on sait que les principaux facteurs de risque d'apnée, c'est l'âge post-conceptionnel. Du coup, plus les enfants sont prématurés, plus ils sont à risque d'apnée. Et là, on peut voir ces graphiques-là sur l'axe des schistes, l'âge post-conceptionnel et sur l'âge de l'heure de nez, la probabilité de survenue des apnées post-opératoires. Et on voit qu'après 45 semaines, tous les nourrissons ont moins de probabilité de faire des apnées, mais c'est quand même une différence et différencié selon l'âge gestationnel. Du coup, à 28 semaines, à 32 semaines, à 36 semaines. Ça fait toute la différence, mais les points de virage, c'est entre 40 et 45 semaines. Pour les facteurs de risque d'apnée, dans les mêmes études de 80-95, et on a une deuxième étude de 2015, on peut voir que les autres antécédentes d'apnée, la dysplasie bronchopulmonaire, les hémorragies intraventriculaires ou intracérébrales, l'entérocolite nécrosante et l'anémie sont des facteurs de risque des apnées. Et plus, on va voir qu'il y a une chose très importante qui est comme on monitore les apnées. C'est très important à dire que monitorer une apnée, c'est pas facile parce que si on ne monitore pas l'apnée en continu, du coup on scope les patients et on a une infirmière à côté qui peut arriver pour toucher l'enfant pour vérifier que c'est une apnée comme ça, on sous-estime les apnées. Et du coup, avoir un enfant scopé dans les services et personne garde le scope, c'est pas vraiment une surveillance pour les apnées. On commence avec l'anesthésie générale et les apnées. Et je vous présente cette étude, que c'est une étude de 2013, une étude rétrospective avec pas mal de nourrissons, 428, qui ont été divisés dans deux groupes. Un groupe 1
avec moins de 46 semaines d'âge corrigé, et un groupe 2 avec entre 45 et 60 semaines d'âge corrigé. Ils ont fait une anesthésie inhalatoire avec un masque laryngé et ils ont sous-divisé ces deux groupes, mais ils ont quand même équiparé pour la bronchodysplasie pulmonaire, comme vous pouvez voir en bas, et l'entérocolite nécrosante. Du coup, les facteurs de risque, les autres facteurs de risque sont pareils entre les deux groupes. Et là, on peut voir que les enfants, plus sont petits, plus font des apnées. Là, les enfants qui ont moins que 45 semaines font plus d'apnées que les enfants qui ont plus que 45 semaines. Et c'est vraiment le point important de cette étude-là. Et en plus, on peut dire que les apnées sont plus sévères chez les enfants qui sont plus petits. Et cette étude-là, ils ont eu 4 ventilations masque faciale et 3 intubations, avec une durée moyenne de 3 jours. Et les 3 intubations, avec cette durée-là, que ce n'est pas négligeable chez un tout petit, on était tous dans le groupe des les tout petits, avec un âge post-conceptionnel de 46 semaines. Du coup, l'autre chose qu'il faut dire est que les tout petits font plus d'apnée et sont plus graves. Et les facteurs de risque qui ont été identifiés sont bien sûr l'âge conceptionnel et les mêmes facteurs qu'on avait déjà dit. L'intestin de ventilation artificielle, la dysplasie, l'entérocolite, et aussi on a ajouté un petit poids à la naissance. On a parlé des apnées avec l'anesthésie générale, et là on parle de la caféine, et c'est une possible aide à les apnées. Ici, je vous présente la revue de la Cochrane de 2010, et on a les études à côté que je vous montre, qui sont des tout petites études, mais qui parlent quand même qu'on peut utiliser la caféine pour essayer d'avoir une réversion des apnées. Ils vont dire en effet que la caféine utilisée en préventif après une anesthésie générale est partiellement efficace avec la prévention des apnées. C'est correct à dire qu'on a utilisé des tout petits collectifs et que sont des études anciennes avec des hypnotiques qui ont une longue durée d'action à l'automne et en total. Il n'y a pas un schème d'administration qui est suggéré, il n'y a qu'une recommandation de là. Du coup, je vous propose le protocole du KB, que c'est une dose de caféine pour les enfants qui ont moins de 45 semaines d'âge corrigé, 20 mg kg égale en 30 minutes, et là s'explique un fois. Ça peut aider, ce n'est pas démontré dans toutes les études, mais c'est quand même une tendance. Ici, je vous présente une autre étude. On a parlé de l'AG, là on va parler de la rachis-anesthésie. Sur la rachis-anesthésie, je vous présente cette étude-là de Williams, 2001. Et c'est une étude prospective avec 24 prématurés, très prématurés parce que l'âge post-conceptionnel c'est moins que 46 semaines. Et ils vont comparer, ils ont sous-divisé les enfants avec un AG, c'est au foramen plus caudal, versus une rachis-anesthésie plus un caudal. Et l'important de cette étude-là, c'est qu'ils ont fait un monitorage préopératoire et post-opératoire de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. Ils ont défini, ils sont allés chercher l'excès d'événements post-opératoires. Et la définition d'événements post-opératoires est négative. C'était plus de 3 fois l'événement préopératoire dans les mêmes enfants. Et du coup, là, on peut voir dans les rouges que les enfants qui ont un AG ont eu plus d'événements post-opératoires négatifs que les enfants qui avaient un rachis. Et même les enfants qui avaient une dysplasie bronchopulmonaire ou n'avaient pas, avec un rachis, n'ont pas eu d'événements respiratoires négatifs. Et environ, avec un AG, ils ont eu. Aussi, c'est toujours, comme toujours en pédiatrie, c'est un faible collectif, mais ça donne une indication. En plus, ça pose un autre problème. La durée d'action de la rachis-anesthésie en pédiatrie est tout petite, entre 45 et 60 minutes. Et ça nous ramène à la prochaine diapo, qui est l'importance des adjuvants. Là, je vous présente la clonidine additionnée à une rachis-anesthésie
fait avec de la bupivacaïne. Donc on parle de la bupivacaïne 1 mg kg plus de la clonidine 1 gamma kg chez deux groupes des enfants, un groupe de préterme et un groupe d'enfants nés à terme. Et là, ils ont cherché les apnées, la désaturation, la bradycardie. Comme critère de sécurité, ici, on fait la caféine, c'est disons. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir de cette étude? On peut voir que en préopératoire et après en post-opératoire, les enfants, soit les prématurés, soit les non prématurés, font plus d'apnées. Si on ajoute de la clonidine, ils font plus d'apnées. Nous savons que la clonidine, ça augmente la durée du bloc, ça peut nous aider, mais il faut savoir qu'on augmente les numéros des apnées post-opératoires. Et il n'y a pas de différence entre les prématurés et les pas prématurés. C'est significatif sur les deux. Et en plus, on peut dire qu'il n'y a pas une différence significative sur le numéro de désaturation, mais il y a une différence significative sur les bradycardies. Du coup, les prématurés font aussi plus de bradycardie avec la clonidine. Les nés à terme ne font pas plus de bradycardie, mais font quand même plus d'apnées. Du coup, on va nous rappeler que les apnées sont plus sévères chez les prématurés, parce qu'ils font plus d'apnées et plus de bradycardie aussi, et qu'il faut avoir une utilisation prudente et réfléchie de la clonidine. La surveillance post-opératoire, elle est très importante, voire une USC, voire une immunologie. Ici, je vous montre l'étude GAS. L'étude GAS, c'est les plus grandes études qui a été faite dans les dernières 20 années sur ce sujet-là. Une étude contrôlée randomisée avec deux groupes, un groupe AG et un groupe anesthésie loco-régionale. Ce n'est pas que la anesthésie. Dans le groupe AG, c'est un AG sans opioïde avec un bloc linguinal au caudal. Dans le groupe anesthésie loco-régionale, ça peut être une rache-anesthésie ou une rache-anesthésie plus un bloc caudal, ou une rache-anesthésie avec un bloc linguinal ou un bloc caudal seul. Ils ont fait un monitorage des apnées post-opératoires de H0 à H12 et ils ont défini, comme nous avons dit, les apnées précoces et les apnées tardives. C'est important de dire qu'ils ont fait deux analyses, une première analyse en intention to treat et une deuxième analyse avec les patients qui, pour cause des échecs de rachis, pour cause des échecs de temps chirurgical, pour cause d'autres problèmes, ont basculé depuis une rachis seule ou une anesthésie loco-régionale seule, c'est mieux, à les côtés AG. Ici, on peut voir les résultats. Sur les résultats, on peut dire que globalement, sur le taux global des apnées, il n'y a pas de différence. Du coup, les apnées totales, il n'y a pas de différence entre faire une anesthésie loco-régionale ou faire une anesthésie générale. Mais quand on regarde les apnées précoces, les patients qui font un AG ont plus de risques de faire des apnées précoces. En plus, on peut voir que l'incidence totale des apnées est autour de 3% et que la prématurité, ça sort à nouveau, est toujours le facteur de risque principal des apnées. Et un enfant prématuré a un risque relatif de 21% plus élevé de faire des apnées. On peut dire une autre chose aussi, c'est que les interventions médicales pour les apnées précoces ont été significativement différentes entre les deux groupes. Et là, on peut voir que quand on a eu une apnée dans les groupes de l'anesthésie loco-régionale, on n'a rien fait en plus de 70% des cas. Et un cas, on a fait une stimulation tactile, et un cas, ils ont juste posé de l'oxygène. Voire au contraire, quand les enfants ont reçu un AG, il n'y a plus que 70% des cas qui ont fait quelque chose. Soit ils ont commencé avec toucher les enfants, les réveiller, soit 35% des cas, ils ont posé de l'oxygène. On fait une bagman ventilation, une ventilation manuelle en 30% des cas, que c'est beaucoup. Et même, il est arrivé un arrêt cardiaque sous un arrêt hypoxique. Du coup, c'est important de dire que aussi, les apnées sont plus graves si on a des apnées avec un AG
plutôt que les apnées qu'on a quand on parle d'une apnée après on relâche l'anesthésie. On peut dire que les enfants qui ont basculé d'un groupe pour l'autre et ils n'ont pas reçu un AG, mais juste une sédation. Du coup, on a fait l'arraché, l'enfant était énervé, on n'a pas réussi à la faire très bien, on l'a sédaté avec un petit peu de sévo. Là, on n'a pas majoré l'incidence d'apnée. C'est pas comme l'arraché seul, mais c'est pas comme l'AG. En plus, on a eu une réduction très modeste, mais significative toujours, du risque absolu d'apnée en faveur de la anesthésie seulement chez les prématurés. Du coup, avec les prématurés, on a une réduction absolue du risque de 4%. Chez les non prématurés, c'est de 0,6%. Ça fait la différence. Ici, je vous présente les graphes de cette étude-là. Et on peut dire qu'ici, on voit du côté gauche les apnées précoces, entre 0 et 1, une demi-heure. Et en allant vers la droite, on a tous les apnées plus tardives. Et là, on a divisé les enfants entre anesthésie générale et anesthésie. Et on peut voir que les enfants font quand même le même nombre d'apnées, mais les apnées sont plus précoces pour l'anesthésie générale et moins précoces plus tardives pour la anesthésie. Du coup, il faut avoir une surveillance post-opératoire qui est prolongée. Ici, sur la surveillance, je vous emmène à cette revue de la SFA, qui est une revue de 2020. Et cette revue propose un algorithme. C'est un algorithme qui divise entre les enfants nés à terme, du côté droit, et chez les enfants nés à terme, moins de 60 semaines d'âge corrigé, il faut faire une surveillance de 6 heures. Voir si on a des apnées précoces, qui sont facteurs de risque des apnées tardives, on bascule sur une surveillance plus prolongée, 12 heures. Au contraire, si on parle d'un enfant prématuré, on va voir si on parle d'un enfant entre 45 et 60 semaines d'âge corrigé, s'il y a des facteurs de risque, oui ou non. S'il n'y a pas, on peut faire 6 heures et après on bascule sur 2 heures s'il y a des problèmes. Si on a des facteurs de risque, on passe déjà sur 2 heures de surveillance. Si on parle d'un enfant très prématuré avec un âge corrigé de moins de 45 semaines, on reste sur 2 heures de surveillance post-opératoire. C'est très important. Après, je vous emmène de l'autre côté de la chirurgie. Du coup, on parle d'une review, une méta-analyse de Massoudian de 2019. C'est une méta-analyse des chirurgiens, faite pour des chirurgiens. C'est une méta-analyse très grosse, 1661 prématurés, avec termes variables, qui ont divisé l'intervention chirurgicale en deux groupes, un early group et un late group. L'early group, ils ont fait la chirurgie avant de le retourner à domicile. Late group, ils ont fait la chirurgie après le retour à domicile. Et là, ils vont voir les risques d'engouement, les complications chirurgicales, la récidive. Aussi, de notre côté, les complications respiratoires, les apnées, les suffisances respiratoires et la ventilation post-opératoire. Ici, il faut voir que on peut avoir une meilleure prise en charge et on peut diminuer les risques d'apnée post-opératoire avec une prise en charge retardée. Du coup, après les 45 semaines pour nous, mais in cette étude-là, ils ne disent pas forcément un timing. Ils ne donnent pas un timing pour la bonne prise en charge. Mais c'est même de leur côté qui est démontré qu'il y a moins de complications respiratoires pour une prise en charge tardive. Ici, on peut voir du côté chirurgical qu'on a une majoration du risque de récidive de l'hernie si on fait une prise en charge précoce de l'hernie. Du coup, on opère les patients qui sont tout petits, c'est plus difficile d'opérer qu'il peut récidiver. Et il y a, au contraire, pas plus de risque et non significatif d'étranglement hernial. En plus, il y a une difficulté péropératoire qui est toujours non significative, mais qui nous donne une tendance. C'est plutôt mieux de les opérer plus tard. Et ici, je vous donne aussi l'avis du KB. L'avis du KB, c'est on commence à l'opérer après 45 semaines d'âge corrigé. Parce que, globalement, on est mieux, tous les deux, moi et les souches. Ici, je vous amène une clinical guideline, une review de clinical guideline, que c'est de l'année dernière. Et ça ne s'exprime pas
sous les timings optimales, c'est ça que je voulais vous dire, mais on peut penser que c'est quand même mieux d'attendre un petit peu et de faire une prise en charge tardive. Et ici, on montre qu'on n'a pas une évidence pour dire c'est quoi la meilleure anesthésie pour un petit enfant comme ça, mais on peut commencer à penser que l'arachide, ça peut être une bonne idée. Revenons au cas clinique. Ici, on a notre nourrisson et l'arachidesthésie, ça commence à être la première choix et la plus adaptée pour cet enfant. En conclusion, l'enceinte prématurée est plus à risque d'apnée que les pubertaires. On l'a vu depuis le tout début de l'étude. On a une majoration du risque d'apnée post-opératoire avant les 40 semaines d'âge corrigé. On a une rachinesthésie ou une AG. On n'a pas de données en-dessous, mais on peut commencer à préférer la rachinesthésie si on est enceinte prématurée. Si on fait une AG, on évite les opioïdes parce que ça augmente le risque d'apnée. Et on fait toujours une surveillance post-opératoire, NSP ou une unité de soins continue. 6 heures, plus de 45 semaines, jusqu'à 60 semaines. Et 12 heures, c'est moins que 45 semaines. Et idéalement, on retarde la chirurgie des enfants jusqu'à 45 semaines.